Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Étape Caneco sur la nouvelle norme NFC 1500 et les changements qu'elle implique pour votre logiciel de dimensionnement Caneco BT. Donc, je suis Frédéric Giraud, responsable marketing Étape pour la France et je vais être accompagné au cours de ce webinaire par 3 de mes collègues qui vont donc vous présenter la nouvelle norme. Tout d'abord, nous aurons une intervention de Stéphane Baudran, notre responsable service dimensionnement et référent normatif. Stéphane travaille sur Caneco depuis plus de 25 ans. Il est expert en dimensionnement électrique et référence normative et également possède une expérience en support technique et en formation utilisateur sur des logiciels de CAO électrique. Donc Stéphane va vous présenter la nouvelle norme NFC 1500 à travers un diaporama dédié. Ensuite, nous aurons l'intervention de Younes Nadir, qui est notre chef produit Caneco BT, et qui fera donc une démonstration donc, des changements induits par la nouvelle norme au sein même du logiciel. Pour finir, donc, nous aurons Thomas Gaonard qui prendra la parole pour répondre aux questions que vous avez l'opportunité de poser donc, tout au long de la présentation avec la fenêtre questions que vous avez sur votre console. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant la présentation et nous y répondrons à la fin donc, des démonstrations. Pour finir, vous disposez donc actuellement de 3 documents que vous pouvez télécharger, que nous mettons à votre disposition dès à présent et tout au long de la présentation. Donc la brochure 2025 de Caneco, l'infographie sur la nouvelle norme, ainsi que la fiche descriptive de la formation sur la nouvelle norme. Voilà, je vais laisser donc la parole à Stéphane Baudran et je vous souhaite une excellente présentation. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'harmonisation en fait pour cette NFC 1500 de 2024, en quoi ça consiste? On va faire un bref rappel pour redéfinir le contexte de cette nouvelle mouture. Donc dernière édition 2002, avec donc une décision fin 2013 de procéder à une révision complète. Donc cette décision, elle s'est accompagnée au cours de ces 22 ans de 5 amendements et de 27 fiches d'interprétation. Donc bien qu'en phase avec l'actualité de la filière, ces méthodes d'actualisation ne devraient plus faire partie du paysage après la version 2024. Donc tous ces travaux sur le plan international et européen pour harmoniser les règles d'installation vont faire désormais partie de cette routine normative pour pouvoir justement améliorer et grâce à ce nouveau format, permettre des mises à jour et avec des documents beaucoup plus rapidement que c'était fait précédemment. Donc les objectifs restent inchangés, réaliser une installation électrique qui garantisse la sécurité des biens et des personnes. Donc les enjeux majeurs. En ce qui concerne la norme, elle renforce son implication dans la transition durable et veut répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures, avec une partie 8.1 qui est entièrement nouvelle, qui fait son apparition pour introduire des recommandations sur l'efficacité énergétique. En ce qui concerne la prise en compte des nouvelles technologies, donc ce sont déjà des domaines avec lesquels vous avez l'habitude de travailler ou de côtoyer, hein, donc avec l'IRVE, le photovoltaïque, qui seront bien sûr décrits dans certaines parties de cette nouvelle norme. En ce qui concerne les personnes et les biens au cœur des préoccupations, vous avez donc la notion d'Euroclass, donc ce sont des notions qui ont déjà été abordée par Caneco BT, mais elle fait vraiment sa rentrée au sein de la nouvelle NFC 1500 et donc devient une préoccupation majeure dans le cadre de vos installations. Concernant les détections d'arc électrique, donc les AFDD, ce sont des nouvelles technologies hein, qui vous sont présentées au sein de cette norme NFC 1500. Elles n'ont pas d'implication obligatoire, mais elles présentent quand même un intérêt et c'est important de décrire un petit peu son fonctionnement et dans quel cadre vous serez amené à les utiliser dans le cadre volontaire. Quid du format? Donc tout le monde se rappelle ce fameux classeur violet qui trônait sur nos étagères, hein, qui faisait un petit bloc de plus de 1300 pages. Donc ce monolithe va désormais être découpé en plusieurs documents indépendants. Donc la partie 1500-1 qui regroupe les exigences générales contiendra les anciens titres 1 à 6,
Donc les domaines d'application, les définitions, les déterminations des caractéristiques générales, les protections pour la sécurité, le choix et la mise en œuvre des matériels, la vérification et la maintenance des installations. C'est essentiellement sur cette norme que les principales fonctionnalités de Caneco BT vont s'appuyer. Toutes les parties 7, donc, qui se composent de 17 documents, sont des documents très spécialisés et qui feront peut-être l'objet de modifications au sein de votre logiciel. Pour la partie 8.1, 10 et 11, ce sont des parties qui sont abordées plus ou moins dans Caneco BT. D'autres ne le sont pas parce qu'ils ne font pas partie du scope du logiciel. Concernant l'application de cette nouvelle norme, donc nous sommes permis de vous faire un petit chronographe là justement pour voir un petit peu, vous montrer un petit peu ça. Donc 2 grosses dates à prendre en compte, le 21 août 2024, qui est la date de parution de la 1500 2024, et le 1er septembre 2025. Tout au long de cette période, vous aurez en fait les 2 normes qui vont se côtoyer, sachant que la norme en cours et à utiliser reste bien sûr la norme de 1500-2002. La 1500 de 2024 est applicable à titre volontaire, mais donc elle reste aussi pendant cette période possible de l'utiliser suivant les différentes dates de construction de vos installations. Au-delà du 1er septembre 2025, terminer l'utilisation de la 1500 2022 dans le cas de 2002, pardon, excusez-moi, dans le cadre de vos nouvelles installations, c'est la 1500 de 2024 qui prendra le relais. Titre 4. Tous les titres ne seront pas abordés hein, dans cette proposition parce que beaucoup sont en lien avec votre métier, mais là, la présentation est essentiellement concentrée sur ce que vous allez pouvoir utiliser dans le cadre de votre logiciel. Donc, concernant la modification des valeurs de tension en TBTS et TBTP, il y a des changements de limites qui sont donnés donc par la norme. Elles sont relativement faciles à mettre en œuvre. En AC, on passe de 25 à 12 volts et en DC, on passe de 60 à 30 volts. Mais le deuxième point est quand même plus intéressant concernant les canalisations présentant un niveau d'isolation équivalent à la classe 2. Une ancienne règle prévalait auparavant et elle permettait donc de classifier une canalisation comme étant de classe 2 ou pas. Cette partie-là a changé. Désormais, il faudra se référer au tableau 52-1.a, mais nous en reparlerons à l'occasion d'un ajout dans ce titre 4. Concernant la partie 442, donc intégration des Euroclasses, donc toute cette partie a déjà fait l'objet d'implémentation au sein de Caneco BT, mais elle fait désormais maintenant plus que partie du paysage normatif, hein, qui bien sûr a été encadré avec les organismes de réglementation dans le cas d'installation recevant du public ou recevant des travailleurs. Partie 442, donc, intégration des dispositions relatives aux AFDD. Alors, les AFDD ne sont pas obligatoirement à installer dans vos installations. Néanmoins, elle est plutôt bien décrite au niveau du paysage normatif hein, et elle permet de répondre à certaines recommandations. Donc, elle permet donc par des dispositifs électroniques de protéger vos canalisations contre des défauts qui sont autres que les protections pour les surcharges ou pour les courts-circuits. Donc, dès l'instant où vous avez des problèmes de connexion, ou vous avez des canalisations qui pourraient être détériorées de façon manuelle ou accidentelle, vous avez en fait un dispositif qui est capable de déclencher et donc de protéger le circuit en cas de problème directement sur la liaison. Les domaines d'utilisation sont là à titre informatif, hein, ils ne sont absolument pas obligatoires et vous pouvez les trouver dans différents formats auprès de vos différents constructeurs. Il est important de préciser que ces dispositifs sont des dispositifs unitaires. Ils ne peuvent être installés que sur des départs terminaux. L'utilisation de ces dispositifs sur des départs généraux ne sont absolument pas conformes à l'utilisation qui est donnée par le constructeur, puisque comme l'analyse du signal ne peut se faire que sur un type de canalisation, il est important de bien les disposer et de bien les câbler. Pardon. Partie 443, il y a eu un renforcement des dispositions de protection contre les surcharges pour les circuits composant plusieurs conducteurs en parallèle. Donc c'est un schéma relativement différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Hein. Néanmoins, une lecture fine de la norme permet néanmoins de s'affranchir de cette
configurations dans la plupart des cas. Et Caneco BT s'est focalisé sur l'une d'elles. Pour les autres cas qui ne répondraient pas à ces exigences, une étude supplémentaire sera nécessaire et cette étude pourra s'appuyer sur des résultats produits par votre logiciel, entre autres le calcul de l'ICAMINE dans les cas les plus défavorables, mais ne sera pas traité dans son intégralité. Cela impliquera une simulation qui sera nécessaire pour s'adapter à une installation comportant plusieurs protections sur un même circuit. Concernant donc cette option qui a été choisie par Caneco BT, elle devra répondre à la majorité des cas rencontrés. En quoi elle consiste? Elle consiste en fait à la même disposition que celle donnée par la norme NFC 1500 de 2022, à savoir un dispositif de protection protégeant un câble comportant 1 à 4 conducteurs en parallèle. Et donc, il y a une condition supplémentaire qui vous permet d'utiliser donc ce dispositif sans avoir à utiliser de dispositif de protection supplémentaire. Il faudra absolument vérifier de votre côté que la canalisation que vous allez employer en deçà de ce dispositif de protection corresponde à une canalisation équivalente à la classe 2. Voilà. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez donc utiliser les mêmes dispositions que vous aviez en 2002 en essayant de respecter donc le tableau 52-1.1 que vous avez dans le slide et de vérifier que donc ce dispositif de protection soit capable de protéger votre liaison. Néanmoins, nous vous recommandons pour l'acquisition des résultats de faire un calcul du courant de court-circuit mine en ne considérant qu'un seul câble sur les N en parallèle. C'est plus un critère de vérification, mais ce faisant, vous vous placerez dans un cas relativement pénalisant en considérant toute la longueur du circuit et de cela, de le gérer en 2 révisions ou en deux parties sur votre affaire pour être sûr de pouvoir éventuellement répondre à un argumentaire au niveau du bureau de contrôle, dans le cas où votre canalisation ne répondrait pas complètement aux exigences normatives. Autre titre 4, donc du coup la partie 443, qui rajoute des exigences en fait sur les canalisations et les conducteurs préfabriqués, à savoir la vérification de l'ICW et de l'IPCRET admissible sur le type de canalisation. Donc, dans le cas de l'IPCRET admissible, ce sont déjà des choses qui sont prises en compte et qui sont notifiées dans le cas de Caneco BT. Là où vous avez un ajout et une vérification supplémentaire, c'est essentiellement sur la vérification de l'ICW. Donc, cette ICW, c'est une valeur qui est donnée pour un temps d'une seconde, généralement par votre fabricant. Et Caneco BT donc, vérifiera cette contrainte supplémentaire en lien, donc bien sûr, avec les dispositions liées à l'installation de ce type de liaison et donc vous fournira un message pour vous préciser si votre liaison est conforme ou pas suivant les exigences et surtout au niveau en lien avec les catalogues. C'est-à-dire que tous les anciens catalogues ne comportant pas cette valeur, une notification vous sera donnée dans le logiciel pour vérifier cette valeur à la main. La vérification est relativement simple et à la portée de beaucoup, mais néanmoins, on vous mettra cette vérification bien en vue pour éviter d'avoir des soucis au sein de vos installations. Passons à la partie 552, qui est une grosse partie dans cette nouvelle norme NFC 1500. Donc vous avez une modification donc du tableau 52.1a et 52.1b qui précise désormais les normes et les caractéristiques des câbles. Vous avez donc la classification CCA S1 D1 A2 qui est stipulée maintenant dans ce tableau. Et également la limite en fait des tensions qui vous seront données pour la limite de classe 2. Voilà. Donc il y a quand même quelques notions à la marge. Vous verrez aussi qu'il y a une certaine numérotation avec de nouveaux câbles qui apparaissent. Donc ce seront de nouveaux câbles qui devraient être disponibles auprès de vos distributeurs pour pouvoir réaliser vos installations. Autre grand point de la partie 552, une nouvelle numérotation des modes de pause. Donc, il y a une transition relativement douce qui a été apportée au sein de la nouvelle norme NFC 1500, puisque vous avez les deux normes qui se côtoient, enfin du moins les deux numérotations de mode de pause qui se côtoient, avec l'ancienne et la nouvelle, pour pouvoir vous permettre de faire une plus facile partie dans... Excusez-moi. De faire une association plus facile en fait en lien avec les habitudes que vous aviez au sein de la NFC 1500 de 2002.
Qui dit nouveau mode de pose dit aussi nouvelle méthode de référence. Donc vous verrez apparaître des sous-classifications au niveau de ces méthodes de référence. Elles sont tirées de l'IEC 60364 avec quelques modifications bien franco-françaises qui vous permettront donc de déterminer après dans votre logiciel de calcul quelle est en fonction de cette méthode de référence, quelle IZ associée. 552, nouvelle disposition concernant la tolérance et les courants admissibles. Auparavant, dans Caneco BT, vous aviez une option générale qui vous permettait d'utiliser une tolérance de 5% sur les IZ dès le début de votre installation. Les choses ont changé avec la NFC 1500 de 2024. Vous avez maintenant 6 modes de pause avec des cas bien particuliers où là, malheureusement, vous ne pourrez pas appliquer ces 5%. Donc ça, ce contrôle sera fait dans le cas d'EcoBT et vous aurez donc la liberté et surtout la charge mentale un peu moins forte de vérifier cette tolérance. Elle se fera directement dans le cadre de l'utilisation de la norme NFC 1500 de 2024. Concernant cette partie 552, il y a aussi de nouvelles notions, donc des notions dimensionnelles qui seront abordées. Donc là, sous les yeux, vous avez tous les modes de pose qui sont liés au vide de construction ou noyés dans la construction. Hein. Donc c'est des modes de pose dans lesquels vous êtes plutôt familier. Une nouvelle notion en lien avec la hauteur de ce cheminement. Vous avez en fait, on va prendre un exemple, donc le mode de pose 40, qui est anciennement le mot de passe 21, qui sera lié à deux méthodes de référence, donc B1 ou B2. Et ce choix, en fait, vous sera pour l'instant matérialisé par une liste de modes de référence. Donc, vous verrez 40 B1, 40 B2 qui seront disponibles au sein de votre logiciel. Et en fonction de la méthode de référence que vous aurez choisie, vous devrez vérifier que, en choisissant un mode de pose 40B1, vous soyez bien dans les conditions qui sont données par la norme, à savoir, donc là, dans le cadre d'un câble qui aurait un diamètre, enfin une hauteur DE qui soit comprise entre 5 DE et 20 DE, bah là, vous pouvez sans problème utiliser le mode de référence B1. Dans le cas où ce n'est pas le cas, ben, vous devrez manuellement passer en mode de référence B2 pour répondre aux exigences du terrain et donc recalculer votre liaison avec cette nouvelle méthode de référence. Autre mode de pose qui a fait l'objet de modifications, c'est le fameux mode de pose 13 et le mode de pose 14, hein, maintenant qui vont être répertoriés sous les noms 31 et 32. Vous avez en fait l'obligation maintenant dès l'instant où vous avez plusieurs tablettes, différents supports, hein, de vérifier une distance entre elles. Le respect de cette distance de tablette, en fait, elle est schématisée par le petit exemple que je vous mets en dessous, c'est-à-dire que nous avons l'exemple de deux tablettes qui sont espacées de 300 mm. La notion de 20 mm par rapport au mur n'est pas à prendre en compte dans ce cas-là. Donc, dans ce cas de deux tablettes avec 6 conducteurs, vous pouvez faire une lecture directe du tableau, récupérer le coefficient de proximité et donc l'appliquer directement pour votre calcul de dimensionnement de liaison. Dans le cas où vous n'avez pas la possibilité de respecter ces 300 mm, la norme en fait vous décrit plus ou moins que vous serez amené à utiliser un mode de pose équivalent. Donc ce mode d'équivalent, dans le cadre de notre exemple, c'est considérer non pas 2 chemins de câble, mais un seul, mais équipé de 2 couches. Donc, qu'est-ce que ça introduit au niveau du calcul? Bah, tout simplement, vous allez avoir le même tableau qui sera lu, mais les données d'entrée ne sont pas les mêmes, puisque vous considérez donc une tablette et 6 circuits, auxquels vous devrez réaffecter un coefficient supplémentaire, qui est donc un facteur de correction pour pause, hein, qui est donc le tableau 5215. Et donc, ces deux coefficients devront être liés ensemble et vous obtiendrez un coefficient de 0,61. Donc, vous aurez quand même un déclassement au niveau de votre mode de pose qui est quand même relativement important, puisque là, on parle de 12%, juste pour le respect ou non d'une distance de 300 mm. Donc, je vous engage quand même à bien vérifier cette valeur auprès de vos retours chantier pour être sûr de ne pas avoir à redéclasser éventuellement vos liaisons si cette valeur n'était pas respectée.
Autre modification en lien avec les harmoniques. Auparavant, vous aviez un tableau qui vous répertoriait pour 3 niveaux de taux d'harmonique, les prescriptions et les coefficients à appliquer pour pouvoir dimensionner votre liaison. Ce tableau change désormais, il fait partie donc des nouvelles modifications aussi en lien avec l'IEC. Vous aurez désormais 4 niveaux de taux d'harmonique à gérer avec relativement quelques modifications. Donc, dans le cas du premier cas, hein, qui est un cas qui était déjà répertorié dans l'ancienne norme, à savoir les taux d'harmonique compris entre 0 et 15, vous n'avez pas de changement particulier. Dans le cas des taux d'harmonique compris entre 15 et 33, hein, qui étaient encore au paysage de la norme NFC 1500 de 2002, vous avez des changements relativement mineurs puisque vous avez un coefficient qui passe de 0,84 à 0,86. À noter que les 2 premiers taux d'harmonique, hein, tout compris entre 0 et 33%, font appel au dimensionnement sur l'IB de la phase. L'IB du neutre sera abordé plus tard, dès l'instant où vous avez un taux d'harmonique supérieur à 33%. Grosse modification par contre concernant les deux taux d'harmonique impliquant des taux d'harmonique supérieurs à 33 et au-delà de 45%. Vous avez désormais un calcul de l'IB du neutre qui est indexé sur le taux d'harmonique de niveau 3 que vous pourriez être à même de rencontrer au sein de votre canalisation. Donc là, changement de prisme assez important puisqu'elle va vous obliger à revoir au niveau de vos différents fournisseurs et fabricants à la fourniture de ce taux d'harmonique. Et plus ce taux d'harmonique sera précis, ben, plus vous aurez un dimensionnement qui sera clair et en lien avec ce que vous avez sur le terrain. Dans le cas où ce taux d'harmonique n'est pas communiqué, vous pourrez prendre le taux d'harmonique global, puisque c'est une fonction qui a été donc étudiée au niveau de la norme et qui vous permettra de faire ce calcul. Mais je vous conseille quand même foncièrement d'avoir ce taux d'harmonique de rang 3 pour avoir le calcul le plus fin et éviter de prolonger un petit peu, d'avoir une augmentation un petit peu trop importante au niveau de votre canalisation. Nouvelle partie, la partie 8.1, donc on en a parlé tout à l'heure en lien avec l'efficacité énergétique. Donc c'est un ajout directement fait des travaux de l'IEC 60364. Tous les ajouts que vous aurez en lien avec cette IEC sont basés sur la première version, hein. Il s'agit essentiellement de sensibiliser et de poser les bases et concepts de ce que pourrait être le sujet au sein d'une installation électrique de demain. Les modifications et les évolutions feront bien évidemment l'objet d'une mise à jour ultérieure, toujours en lien avec ces textes de type internationaux, hein. Voilà, vous avez des méthodes qui vous sont données, entre autres des méthodes faisant appel à des formulations mathématiques ou à des méthodes mathématiques telles que le barycentre, qui représente le centre géométrique d'un objet et qui font intervenir en fait des notions de placement au niveau de vos sources. Mais pour l'instant, ça ne fait pas l'objet de modifications au sein de nos logiciels. Voilà, pour moi c'est fini. Je vais laisser la main à Younes qui va pouvoir vous expliquer un petit peu toutes ces modifications au sein de Caneco BT. On ne t'entend pas, Younes. Merci Stéphane. Et donc moi c'est Younes Nadir, le responsable produit Caneco BT. Donc pour ma part, je vais aussi parler des nouveautés de la norme NFC 1500 édition 2024, mais directement au sein de Caneco BT. Donc sans trop tarder, je vais démarrer donc comme à chaque fois. Donc je clique sur nouveau pour démarrer un nouveau projet. Je valide le choix. Ça, c'est des choses que vous connaissez, le choix des fabricants. Et là, tout de suite, donc, nous avons la fenêtre source. D'accord? Alors, déjà à partir de cette fenêtre, donc, comme vous le voyez ici, on a déjà, si vous démarrez un nouveau projet comme ce que je viens de faire, par défaut, vous allez avoir, donc Caneco va vous proposer la C1500 2024. Si par contre, donc, vous avez fait un calcul avec, par exemple, la norme ancienne et que vous voulez passer à la 2024, donc de choix, soit vous cliquez sur la petite flèche
Et donc là, pour ceux qui utilisent déjà Kaneko, vous savez que la petite flèche Kaneko, il vous propose qui a été utilisée récemment. Sinon, si vous cliquez sur les 3 points, donc vous allez avoir accès à toutes les normes de votre version. Et donc sur la famille C1500, vous allez retrouver donc toutes les normes, y compris la C1500 2024. Après, donc comme vous l'avez vu donc tout à l'heure avec Stéphane, il y a eu donc une nouvelle numérotation du mode de pause. Alors tout de suite ici sur le champ pause, je clique sur la flèche et vous allez avoir la nouvelle liste de tous les modes de pause avec, comme ce qu'on avait l'habitude de faire, donc on va dire une description, mais plutôt réduite. Donc le code et une description réduite. Et si vous voulez plus de détails, donc vous n'avez qu'à cliquer sur les 3 points. Et là, vous allez avoir le numéro, un petit dessin explicatif et aussi donc la description détaillée telle qu'elle figure sur la norme. Maintenant, qui dit donc changement de mode de pause, comme donc l'a expliqué tout à l'heure Stéphane, il y a aussi donc changement des méthodes de référence. Alors, ça peut-être ça vous parle moins que les mots de pause parce que dans toutes les versions antérieures, hein, donc sur Kaneko BT, c'était plutôt transparent pour l'utilisateur du Kaneko BT parce que du moment où on a le mode de pause et pour le cas particulier du mode de pause 13, on connaît le câble, est-ce qu'il est multi ou mono, on savait est-ce que c'est la méthode EF. Donc, il n'y avait pas besoin de spécifier donc la méthode de référence. Donc ici, il y a une exception. Par exemple, comme l'exemple hein, qu'on a vu tout à l'heure, pour le 40, donc on n'a pas rajouté un champ pour choisir la méthode, mais directement donc on a mis un double donc le mode de pause 40 et tous les modes de pause hein, qui sont concernés par cette méthode de référence B1 ou B2. Dès le départ, vous allez choisir est-ce que c'est B1 ou B2. Donc ça, c'est concernant donc les modes de pause et les nouvelles donc méthodes de référence. Je mets une puissance, comme ça, je lance mon calcul. Et là, je peux valider. Je valide la gestion des indices. Et là, donc là, il n'y a pas de changement donc notable sur la façon, bien sûr, de travailler sur Kaneko. Parce qu'est-ce que, donc là, si je fais un nouveau circuit, je rajoute un tableau. Là, ce qui n'a pas changé, hein, donc par rapport à avant, donc on vous a toujours proposé par défaut un mode de pause. Donc on est resté sur le même choix qu'avant, à savoir le mode de pause 13 qui maintenant s'appelle 31. Donc vous allez avoir tout de suite toujours donc le mode de pause. Sachez que c'est paramétrable, hein, donc vous avez une partie où sur les options de calcul, paramètres par défaut. Si vous avez une autre préférence que le mode de pause 31, donc l'ancien 13, vous pouvez les choisir. Autre chose, et ça aussi ça a toujours été le cas sur Kaneko, c'est que vous aurez toujours un coefficient de groupement ou de proximité qui est proposé par défaut selon le mode de pause. En général, on a pris la décision, comme d'ailleurs le cas avant aussi sur Kaneko BT, sur les autres normes et aussi donc les autres versions de Kaneko, on vous propose toujours le coefficient de proximité le plus défavorable sur une seule couche. D'accord? Maintenant qu'on a parlé des modes de pause, des méthodes de référence, on va regarder tout de suite ce que ça donne côté l'application de la tolérance. Et après, on passera donc dans le détail pour le mode de pause 13, comment maintenant on se présente la fenêtre de ce coefficient de proximité. D'accord? Donc ici, j'ai déjà préparé un exemple où on va voir justement comment s'applique maintenant la tolérance. Je peux peut-être vous rappeler rapidement, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'informations et ça ne pourra pas tout se rappeler. Donc là, c'est juste pour vous rappeler les modes de pause hein, qui étaient concernés par cette exception.
Donc le 72, 73, donc les anciens 62 et 63, c'est la méthode maintenant des deux. Et puis, les modes de pause, hein, donc tablette comme le 31 à l'ancien 13. Mais, donc là, attention quand même, c'est pour ça que je voulais revenir sur ça. C'est uniquement si la pause est au NAP qu'on n'a pas le droit d'utiliser les 5%. Ça veut dire, si j'ai un mode de pause 13, d'accord, avec un câble multi, j'ai toujours le droit d'appliquer les 5%. Si j'ai le mode de pause, donc de pause 31 avec un câble unipolaire en trèfle, c'est toujours applicable. Par contre, si j'ai le mode de pause 31, mais que le câble c'est un uni, soit séparé, soit jointif, c'est ce qu'on appelle donc la pose au nappe, là par contre, on n'a plus le droit d'appliquer les 5%. Maintenant, voyons voir directement sur Caneco. Donc, je double-clique pour éditer mon circuit. Donc là, j'ai choisi un mode de pause donc 31, c'est l'ancien mode de pause 13, avec un câble avec une polarité donc multipolaire, d'accord. Ici, donc j'ai choisi par hasard, hein, pas par hasard, donc j'ai choisi exactement cette valeur pour vous montrer comme quoi donc nous avons toujours la possibilité d'appliquer les 5%. Donc 160 ampères et donc un réglage thermique 160 ampères. J'ai fait exprès du tout mettre les coefficients à 1, comme ça on aura un I'(Z) qui est de cette valeur-là. Je lance mon calcul, je peux le relancer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc rapidement, hein, pour ceux qui utilisent donc au quotidien Caneco, là on voit très bien que j'ai une section théorique de 35, mais j'ai quand même un résultat de 35 mm². Je peux le voir aussi autrement. J'ai un IZ de 158 alors que j'ai un I'(Z) hein, qui est de 160. Donc là, tout de suite, hein, donc je sais que c'est grâce à la tolérance 5% que j'ai ce résultat. On peut le voir aussi d'une autre façon. Si vous allez sur l'onglet conformité, là, je vois tout de suite que, donc sur la partie câble, il est là, je vois que mon IZ, il est bien avec tolérance 5%. Et donc, c'est parce que c'est grâce à cette tolérance que mon circuit, il est conforme du point de vue donc surcharge, du point de vue courant admissible. Ça, c'est le premier cas. Je passe au deuxième cas, rapidement. À l'appareil, donc j'ai choisi donc ici 150 kVA. Ça me donne un IB de 216,5. Tous les coefficients sont à 1 pour faire une vérification rapide, on va dire. Là, par exemple, j'ai ce câble-là, le 70 mm². Ça me donne un IZ de 268 ampères. D'accord? Je vais faire exprès de mettre 268 ampères. Je lance mon calcul. Là, ça passe toujours avec 70 parce que c'est la même conso, bien que le IR a bougé un petit peu. Là, je vois toujours l'orange, d'accord? Parce que je suis la section théorique, il est quand même supérieure au câble. Même chose. Si j'ai ça, c'est que c'est grâce à la tolérance que mon câble 70 passe. Et d'ailleurs, donc, on n'a pas trop le temps, mais si je vais sur les options et que je dis à Caneco, je ne veux pas appliquer la tolérance, parce qu'on peut toujours, les 5%, c'est pas une obligation, mais c'est qu'on peut l'appliquer. Mais si je décide de ne pas l'appliquer, le câble passera à 80, à 95 dans ce cas, même si la différence est juste petite. Ça, c'est le deuxième cas, donc avec uni-trèfle. Maintenant, si je passe au troisième cas, qui normalement, donc on attend à ce que soit pas, qu'on n'a pas, que la tolérance n'est pas applicable, c'est le cas uni-jointif. Alors, ici, donc, je suis parti sur 280 ampères. Le IZ ici, ça donne 279,8. Alors, je fais juste un truc rapide, comme ça, vous allez voir l'effet. Je mets exactement 279 ampères, je calcule. D'accord? Donc là, j'ai toujours une section qui est bien supérieure donc, à cette valeur-là.
Et si je mets, par exemple, 275, par exemple ici, je lance mon calcul. Donc là, parce que la section théorique il est ici, il est toujours supérieur à 70. Et je peux encore voir dans le détail, quand je vais sur la partie conformité, là, je vois qu'il n'y a pas de tolérance. Et d'ailleurs, c'est écrit directement ici, IZ sans tolérance, parce que je n'ai plus le droit d'appliquer la tolérance. Et donc là, le circuit, il passe pas. Donc, on a le droit de l'appliquer pour les cas multi ou unitrèfle, mais on n'a pas le droit d'appliquer ces 5% pour le cas unipolaire ou donc en général les poses au nappe. Après, donc, il y a aussi d'autres exemples, mais vous avez compris le principe. Donc maintenant, la tolérance, il y a une exception sur les deux modes de pose 72-73 et les quatre modes de pose dans le 31, dans le cas où la pose est au nappe. On va voir aussi un autre, pour voir aussi dans le détail. Tout à l'heure, donc, Stéphane vous a parlé de cette nouvelle notion dimensionnelle, à savoir l'introduction du nombre de tablettes et la vérification de la distance. Est-ce que la distance de 30 cm est respectée ou pas? Et justement, on avait vu donc deux cas. Le cas respecté, donc c'était une lecture directe sur ce tableau parce que ça, c'est un tableau normatif. On regarde donc sur les colonnes le nombre de circuits. Ici, on en a 5, mais comme 5 n'est pas répertorié, donc on passe à 6. Et comme nous avons deux tablettes, donc c'était une lecture directe, 0,73. Et dans le cas où c'est pas respecté, on a vu que on fait un, un mot de pause équivalent. Et on dit qu'on a autant de couches que de tablettes. Et donc, on prend le premier coefficient relatif à une seule tablette, bien sûr avec le nombre toujours de circuits au total. Donc ici, on en a 5, toujours 5 n'est pas réparti, donc je prends le 6, 0,76, mais auquel il faut absolument multiplier par le coefficient relatif au nombre de couches, qui est ici 2, donc 0,8, et ça donne ça. Donc voyons ça directement sur Kaneko. Alors pour faire ça, ouais, je peux le faire rapidement, enfin directement ici, ça c'est multi, sans passer par d'autres exemples. Alors, je clique sur les trois points pour éditer donc la fenêtre de ce coefficient proximité. D'accord? Donc, ça n'a pas bougé, donc ça a toujours existé. Donc, le nouveau, c'est cette partie-là. D'accord? Donc, maintenant, on a un champ qui s'appelle nombre de tablettes. Bien sûr, donc, il y a une limitation de la norme. Si on attend, je peux vous montrer. Donc, c'est limité à 6 dans le cas horizontal. Déjà, autre chose, c'est que maintenant, le traitement entre horizontal et vertical, donc, c'est différent. Donc, pour notre cas, on a dit qu'on avait deux tablettes. On a aussi, donc, par défaut, on vous propose donc distance respectée, mais dans l'autre cas, on va voir tout de suite que je peux dire que la distance n'est pas respectée. Et donc là, comme en total j'en ai 5, donc je vais mettre comme quoi il y a 4 circuits supplémentaires. Et là, on retrouve notre 0,73 comme ce qu'on a vu tout à l'heure, donc sur la diapo. Donc 4 et 5, ça reste ici. Si je passe à 6, donc ça va bouger. Donc, voilà pour la partie, pour le cas où c'est respecté. Maintenant, le deuxième cas, justement où c'est pas respecté, tout de suite, j'ai le 0,61 qui donc c'est 0,8 fois 0,76. Donc pour résumer, dans ce cas-là, on considère qu'il y a autant de couches que de tablettes, tout simplement. D'accord? Je rajoute quand même un troisième cas rapidement euh, pour voir vraiment parce que c'est important et ça va pas, c'est pas très clair. Donc un troisième exemple, supposons que mon câble il est là, parmi ici, on va dire, la première tablette, et j'ai deux autres tablettes, une tablette avec 3 circuits et une troisième tablette avec deux couches de 5 circuits chacun, d'accord? Et donc, je voudrais quand même déterminer le coefficient ici, et toujours dans le cas où la distance n'est pas respectée. Donc, rappelez-vous, donc j'ai 3 tablettes, j'ai 4 circuits donc 3 circuits qui cheminent à côté du mien, et
Donc deux tablettes, une avec 3 circuits et l'autre avec 2 couches. Comment je fais ça sur Kaneko BT? Donc ici, on a dit, on a 3 tablettes, d'accord? Mon circuit, en tout, j'ai 4, donc je mets 3 ici. Et c'est là aussi, ça devient important, quand la distance n'est pas respectée, on a mis en plus un autre champ qui s'appelle nombre de couches des autres tablettes. Ça veut dire, c'est votre tablette, hein, qui là où il y a votre circuit, ça on n'a pas touché, c'est toujours 1. Mais les autres tablettes, dans notre cas, ils sont 3. Et nous, donc, derrière, pour déterminer ce coefficient, on fait le nombre de couches de votre tablette plus le nombre de couches de toutes les autres tablettes, et ça nous donne 4. Et donc, résultat, 0,55. Pourquoi? Parce que le premier, donc c'est 0,79. Et comme j'en ai 4 au total, donc je prends 0,7 et je fais là. Donc le résultat, c'est 0,55 pour cette partie-là. Donc c'est le résultat que vous voyez ici sur le Kaneko. Alors, un dernier point qui est très important. Donc, je vois que le temps passe très vite. Alors, c'est vrai que donc Stéphane Baudron, on a parlé, donc on a détaillé. Pour résumer, avant d'aller rapidement sur Kaneko, si je peux dire ça comme ça, il y a 4 points donc à retenir sur cette partie-là. Avant, il y avait 3 plages. Maintenant, je vais agrandir parce que je ne sais pas si vous voyez très bien. Avant, il y avait 3 plages. Maintenant, il y en a 4. Ça, c'est le premier point. C'est que la troisième plage, maintenant, il est divisé en 2. Donc 33, 45 et supérieur à 45. Deuxième point, c'est que quand on est supérieur à 15%, ça, avant, on avait déjà ça avant, c'est que le neutre devient chargé et donc on applique un facteur 0,84. Donc le deuxième point, c'est que le 0,84 il passe à 0,86. Maintenant, le troisième point, donc comme l'a bien expliqué donc Stéphane, c'est que quand on est supérieur à 33 ici, et donc c'est la partie bleue ici et cette colonne-là, c'est le neutre qui devient dimensionnant, d'accord? Et comment on calcule le IB neutre, donc le courant qui circule dans le neutre? Il y avait une seule valeur, c'était toujours 1,45 fois IB phase. Maintenant, c'est le 1,45 qui a changé puisque donc désormais sur la nouvelle norme, on le calcule nous-mêmes. Donc au lieu de prendre par systématiquement 1,45, on prend le taux d'harmonique et on multiplie par 3. Et c'est ça qui va nous donner le nouveau coefficient qui va nous permettre de calculer le IB neutre et donc par la suite déterminer la section et aussi ça a aussi un impact sur le choix de la protection. Alors, je fais ça et direct, je vais sur Kaneko. Alors, j'ai un exemple ici. Oui, un point aussi très important, j'ai failli oublier. En fait, la norme, juste en dessous de ce tableau, si vous avez la norme, il y a une phrase qui dit en absence d'information, il faut considérer que vous êtes entre 15 et 33. Ça implique quoi sur Kaneko? Ça implique que, je le fais tout de suite, quand vous créez un nouveau circuit, là, Kaneko, il vous propose systématiquement entre 15 et 33. Donc, s'il vous plaît, attention, ça va forcément, si vous ne faites pas attention, ça va surdimensionner bien sûr votre canalisation. Parce que tout de suite, donc il y a le neutre chargé. Donc si je mets ça à 1, vous allez voir que le 0,86 il s'applique automatiquement. Donc attention, avec la nouvelle norme, donc c'est comme ça bien sûr qu'on l'a interprété. Donc la phrase pour moi donc elle était claire. En absence d'information, considérez que vous êtes entre 15 et 33. Donc du coup, sur Kaneko BT, on vous propose systématiquement quand vous créez un nouveau circuit entre 15 et 33. Voilà. Sinon, je vais quand même vous montrer ce que ça implique sur Kaneko. Là, j'ai un exemple parce que inférieur à 15, ça sert à rien puisque donc il n'y a rien qui change hein, quand on est inférieur à 15. Alors, entre 15 et 33, le neutre il est chargé, donc application du coefficient neutre chargé de 0,86. Qu'est-ce que je peux dire sur cet exemple? Oui, autre chose, ça vous l'aviez pas avant, c'est que maintenant, pour faciliter bien sûr l'analyse hein, de cette partie, donc on a ajouté ce champ qui s'appelle IB neutre et aussi le STH, STH neutre. Donc vous avez maintenant cette information. Bien sûr là,
Comme on est inférieur à 33, donc c'est pas le neutre hein, qui est dimensionnant, donc c'est la phase. En plus, donc le max, même si on veut appliquer ce qu'on vient de voir, 33 fois 3, ça fait 1, donc c'est pour ça qu'on a même, même valeur de IB neutre, il est égal à IB phase. Deuxième circuit. Deuxième exemple, je double-clique pour éditer le circuit. Là, je suis dans le cas où je suis supérieur à 33. Donc, vous pouvez remarquer que nous avons un champ en plus ici parce que pour calculer justement le coefficient dont on a parlé, pour après calculer IB neutre, ben, il faut la valeur du taux. Donc, c'est pour ça que Stéphane tout à l'heure, il a dit, donc maintenant, ça va être, pour être précis, il faut vraiment prendre l'information. C'est vrai que parfois, ça va être difficile en amont, mais essayer d'avoir l'information la plus précise pour pouvoir avoir le taux d'harmonique parce que on va vous demander, des moments où vous êtes supérieur à 33, on va vous demander la valeur exacte du taux d'harmonique. Alors, j'ai pris cet exemple plutôt simple, enfin ronde, et une valeur ronde. Pourquoi? Parce que 40%, 40 divisé par 100, ça fait 0,4, fois 3, ça fait 1,2. Et j'ai pris aussi donc une consommation 100 ampères. Et donc 100 fois 1,2, ça donne 120. Le IBU neutre, il est de 120. Et forcément, donc la section théorique du neutre, il est différente de la section de phase, donc elle est plus grande. Et donc, le câble, justement, donc il va être calculé par rapport à ce IBU neutre. Donc on voit que ici, si c'était la phase, on aurait pris 25, mais comme c'est le neutre maintenant qui devient dimensionnant, donc ça passe à 35. Autre élément aussi, parce que si j'avais pas d'harmonique, j'aurais eu un NSX 100. Là, pourquoi ça passe à 160? C'est à cause des 120 ici. Donc en fait, le IBU neutre, c'est lui qui maintenant, on choisit, si vous voulez, donc le calibre du bloc de coupure par rapport à IBU neutre. Là, ce que vous voyez, le IR, ça c'est le réglage thermique. C'est toujours donc le déclencheur, donc ici, c'est le réglage de la phase. C'est pour ça que vous avez 100 ampères. Même, donc, bien que vous avez 100 ampères ici, maintenant le calcul en fait de la section se base sur le IB neutre de 120 ampères. Un dernier rapidement, et je vais donc m'arrêter là. Un dernier exemple. Je ne me rappelle même pas pourquoi j'ai fait celui-là. Oui, donc pour le cas TH supérieur à 45, d'accord. J'ai pris donc l'exemple de 50, d'accord. Bon là, 50 fois 3, 50 fois 3, ça fait 1,5, donc 100 fois 1,5, ça fait 150, comme tout à l'heure, ça n'a pas bougé. Je voulais quand même vous montrer rapidement, parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout à l'heure, mais comme il y a beaucoup d'informations, ça peut être peut-être... en fait, là, je ne sais pas si vous voyez, bon, je me mets en pointeur laser. Ici, pour le cas supérieur à 45, ce n'est pas une erreur. Le fait qu'il n'y a pas le 0,86 ici, comment il faut l'interpréter? Ça veut dire que le neutre n'est pas chargé. Alors ça peut vous paraître bizarre à le coordonnée supérieure à 45, mais quand vous allez entendre l'explication, donc peut-être que ça va mieux passer. Parce que regardez, ici, on est supérieur à 45, d'accord? On est dans le cas où c'est le neutre qui devient dimensionnant, mais n'oubliez pas que vous êtes, que dans le cas d'un câble multiconducteur, donc on sait tous qu'un câble, par exemple, genre 3 fois 35 plus 50, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un câble multiconducteur dont un des conducteurs est plus grand parce que le neutre est chargé. Ce que je veux dire par là, c'est que comme le neutre, c'est lui qui va être dimensionnant, de l'autre côté, les phases, ils vont être surdimensionnés. Et donc, si on fait au minimum 45 fois 3, ça veut dire le IB neutre, il est de 35% plus grand. Et ça veut dire aussi que du coup, les conducteurs de phase, ils sont pas chargés à 100%, ils sont chargés à moins de 70%. Ce qui veut dire que le fait que maintenant on a 4 conducteurs, ce qui justifie en général le 0,86, il est compensé par le fait que les 3 phases sont pas chargées entièrement. Donc voilà l'explication. Donc ce n'est pas une erreur. Donc il n'y a pas de 0,86 à appliquer dans le cas d'un multiconducteur. Alors sans, sans tarder, Kaneko. Voilà. C'est pour ça que, donc c'est pas une erreur, le fait que ce soit multi, le neutre, il n'est pas chargé. C'est uni,
forcément ce sera chargé directement. Et je vais m'arrêter là et je repasse la main à À Frédéric. moi, Younes. Merci. Merci beaucoup, Younes. Super. Ok, merci beaucoup. Donc, on a eu beaucoup de questions là. Beaucoup de questions. Ah, Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, donc déjà, d'une part, merci beaucoup de votre participation. Et donc là, je vais laisser la parole à Thomas Gaonard, qui va essayer d'un petit peu d'organiser tout ça il y a eu pas mal de questions auxquelles on a répondu pendant les présentations, mais il y en a encore quelques-unes que Thomas va nous proposer là pour qu'on puisse y répondre. Voilà. Donc Thomas, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Il y a une première question que j'ai identifiée, c'est est-ce qu'il existe une passerelle entre Caneco BT et Sea Electrical? Je pense, Younes, que tu peux répondre. oui, oui, tout à fait. Alors, oui, il existe une passerelle entre Kaneko BT et Cielec. Donc, là, aujourd'hui, c'est dans un seul sens. Ça veut dire du Kaneko BT vers Si. Et aujourd'hui, on est en train de travailler, non pas, donc je vais pas mentir, c'est pas une bidirectionnalité complète, mais on travaille sur la possibilité une fois donc qu'on a récupéré un projet Kaneko BT, si on fait des modifs, donc retourner vers Kaneko et il faut que Kaneko soit capable d'identifier les modifs et les prendre en charge. Donc un aller-retour entre Kaneko BT et Electrical. Donc ça c'est possible. Sinon, donc dans le sens Kaneko BT vers Electrical, oui, oui, on a une interface. Une autre question à propos de la proposition de la nouvelle norme C1500 2024 dans le logiciel. Mhm. Quand cette mise à jour sera disponible? Est-ce qu'elle sera disponible dans les anciennes versions de Caneco BT? Alors, les anciennes versions, non. Donc, ce sera disponible que à partir de la version 2025. Alors, le prévisionnel, c'est que cette version sera disponible fin, fin mois prochain, fin avril. Normalement, le côté fonctionnel, comme vous venez de le voir, hein, donc il y a tout ce qu'il faut dedans. Maintenant, normalement, c'est prévu pour fin avril. S'il n'y a pas de surprise, ça peut être par exemple, de l'ordre organisationnel ou gestion de licence, des choses comme ça. Mais sinon, donc, on est confiant pour que ce soit donc livré vers le 16, sinon la fin, la, la dernière semaine de mois d'avril. Une autre question plus technique. Est-ce que les AFDD seront obligatoires dans les installations? Je laisse peut-être Stéphane penser plus que moi sur cette partie AFD. Alors donc la question dois-je installer des dispositifs AFDD dans les circuits dans le cadre de la normalisation actuelle? Non, pas du tout. Elle est uniquement d'application volontaire afin de respecter en fait certaines conditions. J'ai une petite anecdote que j'aime beaucoup dans le cas de l'utilisation d'AFDD qui pourrait être intéressante. C'est dans le cas où vous avez par exemple un système de VMC qui pourrait être dans des combles, donc des endroits où on ne va pas forcément. Ça pourrait être intéressant d'avoir un dispositif AFDD dans votre tableau, puisque dans le cas où vous avez un rongeur ou une connexion qui pourrait être déficiente, bah, ce dispositif AFDD va faire la différence entre une forme d'onde d'un circuit qui présente des arcs dangereux. Hein, quand je dis arcs dangereux, ce ne seront pas les arcs qui peuvent être éventuellement générés par un circuit de type fluo avec des arcs que vous pouvez avoir au niveau de l'interrupteur. Hein. Il y a vraiment une détection de la signature électrique et donc ce dispositif est capable de faire cette différence et donc de couper le circuit dans le cas où votre VMC pourrait potentiellement déclarer un départ de feu. Voilà, donc là, ça peut être intéressant de le mettre, mais pour en venir à la question, non, ce n'est pas obligatoire, elle est uniquement d'application volontaire. Voilà. Une autre question sur l'ancien mode de pose 13, nouvellement mode de pose 31. Est-ce que au niveau des tablettes à considérer, il faut considérer les tablettes courant faible ou communication? Alors,
Toute la partie Vas-y, vas-y. 1500 oui, excuse-moi, je termine du coup. Toute la partie 1500-1 ne traite que le courant fort, hein. Dès l'instant où vous avez du courant faible, vous avez des dispositions à respecter, des éloignements à vérifier, hein, pour d'autres critères, hein, qui sont éventuellement la compatibilité électromagnétique. Mais généralement, ils n'ont pas d'incidence particulière au niveau du dimensionnement pour le courant fort. Ils sont plus gênants dans le cadre des interactions que vous pourriez avoir vis-à-vis du courant faible et des perturbations que vous pourriez récupérer sur ces câbles. Une autre question sur est-ce que la nouvelle version de la norme française est obligatoire pour un chantier qui a déjà débuté? Alors, je vais répondre du coup. Non, 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 elle dépend essentiellement de votre cahier des charges, hein. C'est-à-dire que dès l'instant où votre installation a débuté, on ne peut pas vous demander de répondre à un cahier, à des conditions d'une norme qui n'est pas d'application obligatoire, sauf si votre client y tient absolument et tient à se mettre en ligne par rapport à ces nouvelles réglementations. Mais dans la majeure des cas, dans la majorité des cas, c'est non. Vous pouvez garder l'ancienne norme et la faire perdurer, hein. C'était déjà le cas avant avec l'ancienne norme. Dès l'instant où vous n'avez pas de modification majeure sur votre installation, vous n'avez pas d'obligation d'aspecter la nouvelle norme. Dernière question, plus pour toi, Younes. La demande d'une personne de l'assistance qui possède une licence enseignement de CAN EcoBT, d'avoir une Enseignement. licence enseignement qui grouperait CAN EcoBT et SI Electrical. Je crois pas que ce soit possible. On a pensé à ça. Je sais pas où est la vérité. Donc, je Oui, demanderai alors, donc je au responsable. Ah, vas-y, vas-y. peux Heureusement intervenir que tu es là. là. J'ai oublié Je peux que tu étais. intervenir, Younes. Ouais. On a Vas-y, vas-y. bien une licence, on a bien une version enseignement, que ce soit au niveau Caneco ou si électrical. Donc, on propose des licences flottantes à présent qui vont vous permettre effectivement de faire des prêts de licence du côté SI de manière à ce que vos élèves puissent se servir des licences en dehors de l'établissement. Mais on a bien noté votre demande et on va revenir vers vous dans les meilleurs délais pour vous donner les réponses que vous cherchez. Voilà. Très bien. Merci, Fred. J'avais oublié que tu étais impliqué dans la partie éducation aussi. Donc, merci. Tout à fait. Je n'ai pas identifié d'autres questions. Ok. Bon, bah écoutez, du coup, on va en rester là. Si jamais les questions que vous avez posées pendant le webinaire sont restées sans réponse, ne vous inquiétez pas. On en a eu énormément, donc on a fait de notre mieux. Mais quoi qu'il en soit, on reviendra vers vous avec vos réponses de manière ultérieure, puisque de toute façon, on a votre adresse mail et vos contacts. Vous allez recevoir, donc, au terme de ce webinaire, une enquête avec 3 questions. N'hésitez pas à les compléter. Ça nous permettra de continuer à vous proposer du contenu intéressant pour vous. Et puis, à savoir si vous souhaitez être contacté par nos équipes suite à ce webinaire. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez répondre à l'enquête qui vous est proposée juste après. Également, vous allez recevoir donc cette présentation en vidéo qui vous sera proposée suite au webinaire, donc d'ici quelques jours, peut-être demain ou après-demain. Voilà, quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Nous espérons avoir su répondre à vos questions et de toute façon, on reste à votre disposition à tout moment, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, soit vers le support technique ou votre responsable commercial à tout moment pour mettre à jour vos offres ou participer à nos nouvelles formations. Et encore merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à tous. Ça, Frédéric. Merci Merci à à tout le tous. monde. Merci. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Bonne journée.